Il n'a fallu que 4 minutes, 4 petites minutes qui résonneront pendant des décennies. Donald Trump venait d'achever un assaut verbal d'une rare violence contre Sébastien Lecornu et la ligne diplomatique française sur l'Ukraine. Face à lui, le chef du gouvernement français que Trump fixait, avec ce rictus suffisant, bien connu guettant la reddition, comme à son habitude. Mais contre toute attente, Lecornu s'est levé, a pris la parole et ce qu'il a dit a figé les Américains sur place. Ce n'était plus un simple tête-à-tête entre deux responsables politiques, c'était une déclaration d'indépendance. La France, ce jour-là, venait d'annoncer au monde qu'elle ne plierait plus jamais devant personne. Nous étions le 15 septembre 2025, lors du sommet du G20 à Buenos Aires. Pour Trump, c'était censé être une nouvelle vitrine de la suprématie américaine. Depuis qu'il avait retrouvé les clés de la Maison-Blanche, il avait repris son vieux refrain pression, humiliation, sermon envers les Européens. Et dans le viseur, comme toujours, Paris. Plus vulnérable que jamais, avec à sa tête un Premier ministre tout juste arrivé jugé novice à la barre d'un pays à bout de souffle. Trump pensait avoir affaire à un pion facile à renverser. À 7 jours du grand raout diplomatique, c'est dans les dorures ostentatoires de Mar-a-Lago que Trump, flanqué de ses fidèles stratèges, peaufinait son offensive. Ce Lecornu, une formalité. Il balait les rapports des services américains d'un revers d'œil moqueur. 39 balais, aucune vraie bouteille en politique mondiale et un pays en feu à gérer. Ce bleu va plier en 2 minutes la tactique, un jeu d'enfant clouer la France au pilori sur l'Ukraine, exposer les paradoxes du ministre contraindre l'Élysée à rallier la bannière étoilée. Trump, tout gonflé de certitude, se voyait déjà vainqueur. Après tout, pendant tout un mandat, il avait baladé Macron comme un pantin. Ce petit nouveau, pensait-il, ne ferait pas long feu. Erreur fatale, car Lecornu, ce n'est pas Macron. Le ministre n'avait rien laissé au hasard des mois à décortiquer le mode opératoire trumpien, à disséquer ses manœuvres d'intimidation, à repérer les failles dans l'armure dorée. Et il avait déniché un talon d'Achille. Trump ne supportait pas qu'on lui tienne tête en public. Le sommet démarre sans éclat. Commerce, climat, économie, tout le monde déroule sa partition. Lecornu reste en retrait, note, écoute, joue au jeune chien curieux. Tout ce que Trump espérait. Puis à 16h30 tapante, l'Américain se lève pour aborder la sécurité internationale et l'Ukraine. « Mes chers collègues », attaque-t-il avec sa voix de grand-oncle bienveillant, « parlons franchement des responsabilités dans le dossier ukrainien. » Son regard se plante aussitôt dans celui du ministre français. Dans la salle, le message est clair, le duel commence. Certains en Europe, je ne vise personne. Enfin, vous voyez très bien, lance-t-il avec une insistance qui ne laisse aucun doute. Tout commença avec une formule douce, presque sucrée aux allures de courtoisie diplomatique, mais à peine les mots franchis que le ton subtilement acéré déclencha une tension immédiate chez Trump. « Ah, le leadership exemplaire, vraiment !» rétorqua Lecornu, son regard vissé dans celui de l'ancien président. « Parlons-en. Le retrait d'Afghanistan mené comme une fuite de voleurs à la sauvette abandonnant vos partenaires à leur sort. La Syrie désertée du jour au lendemain, comme une mauvaise adresse. L'OTAN que vous menaciez de quitter si la facture n'était pas réglée. Voilà le bilan. Trump blêmit, ce n'était pas au programme. Il ne s'attendait pas à être pris à son propre jeu. Et ce fameux engagement français que vous glorifiez soudain, vous voulez une piqûre de rappel qui était là à vos côtés bien avant que vous ne soyez les États-Unis, quand vous n'étiez encore qu'un regroupement de colonies insurgées face à l'Empire britannique. La salle se fige. Le rappel historique frappe comme une gifle en pleine figure. Vous évoquez le coût du soutien, fort bien, parlons chiffres. En proportion de notre économie, combien la France a investi pour l'Ukraine? Quel est le nombre de réfugiés ukrainiens que nous avons accueillis par tête d'habitants comparé à chez vous? Les données sont implacables, les comparaisons douloureuses. Vous insistez sur le leadership, mais qui s'est levé pour fédérer l'Europe, qui a convaincu les plus hésitants où était l'Amérique dans ces moments cruciaux? Le silence s'installe. Lecornu implacable laisse ses paroles résonner peser, puis comme s'il portait le coup de grâce, « Et maintenant, vous voulez nous faire la leçon sur nos difficultés internes. Soit parlons un peu des vôtres. » Trump tente de couper, mais le français déroule inflexible. « Dites-moi combien de fusillades de masse cette année encore,
Combien d'Américains condamnés à mourir faute de soins? Quelle proportion de votre population est derrière les barreaux? Et si l'on abordait vos aventures internationales, l'Irak avec ses armes imaginaires, le chaos semé au Moyen-Orient, la montée de Daesh nourrie par vos interventions sans queue ni tête, chaque question tombe comme une flèche empoisonnée. La salle médusée assiste au démontage méthodique d'une arrogance mal placée. Et puis le coup de grâce. Lecornu se pencha légèrement, fixa Trump droit dans les yeux et lança d'un ton glacial mais posé. « Monsieur le Président, croyez-vous sincèrement qu'un pays capable d'élire à 2 reprises un homme poursuivi par 91 chefs d'accusation est en position de donner des leçons de gouvernance au reste de la planète ?» Le silence qui s'abattit fut brutal, tranchant, plus pesant qu'un missile diplomatique. Trump, figé, blême, avala difficilement sa salive. Autour de lui, ses collaborateurs détournaient les yeux honteux, comme si le sol s'était ouvert sous leurs pieds. Personne, absolument personne, n'avait vu venir un assaut aussi frontal, aussi chirurgical. Mais Lecornu ne s'arrêta pas là. « Ne vous méprenez pas, enchaîna-t-il. Je ne suis pas venu pour piétiner l'Amérique. Je suis ici pour défendre l'honneur de la France et rappeler quelques vérités que certains préfèrent oublier. » Trump tenta de reprendre le contrôle, ouvrit la bouche, mais fut coupé net par la main levée du Français. « Avec tout le respect, Monsieur le Président, vous avez eu votre moment. Maintenant, c'est au tour de la France de parler. » Et quelle parole! Nous n'avons de leçons à recevoir de personne en matière d'Ukraine. Depuis le premier jour, nos troupes entraînent les soldats ukrainiens, nos ingénieurs rebâtissent leurs villes, nos diplomates construisent leur avenir européen. Pas de caméras, pas de tweets enflammés. Juste de l'action discrète, constante, concrète. Lecornu s'approcha du micro, baissa légèrement la voix. « Vous voulez la vraie différence entre Paris et Washington? Nous agissons par conviction. Vous par calcul. Nous voyons un peuple en détresse. Vous y voyez des parts de marché. Et le clou du spectacle livré comme un acteur de théâtre d'un calme chirurgical. Un leader inspire. Un leader élève. Il ne rabaisse pas ses alliés en place publique, ne les réduit pas au silence par le chantage. Il les respecte, il les écoute, il les porte. Puis l'uppercut final lancé avec une maîtrise glaçante. Monsieur Trump, vous dirigez peut-être la plus grande puissance militaire au monde, mais vous agissez comme un petit despote local. Vous avez les muscles, mais aucune élégance. Vous avez les leviers du pouvoir, mais pas l'autorité morale pour les utiliser. Et là, le monde entier comprit la partie venait de basculer. Le choc avait déjà secoué la salle, mais ce qui suivit fut l'estocade finale. Lecornu implacable lança cette question qui cloua l'instant dans l'histoire Monsieur Trump. Savez-vous ce qui distingue un vrai chef d'un despote en costume? Un leader fédère, un tyran fracture. Un leader élève les siens, un tyran les piétine. L'un inspire confiance, l'autre installe la peur. Alors dites-nous, dans quelle catégorie vous situez-vous? Trump bondit de sa chaise, prêt à répliquer, les mâchoires serrées, les poings crispés. Comment osez-vous manquer de respect aux États-Unis? Mais Lecornu l'arrêta net d'un geste calme et tranchant. J'ose, Monsieur le Président, parce que je parle au nom de la France. Et notre pays n'a jamais tremblé devant les puissants, même quand ces puissants s'appellent États-Unis d'Amérique. Le président du G20 tenta en vain de rétablir le calme. Trop tard. L'ambiance était brisée, la tension devenue irréversible. Lecornu regagna lentement sa place, bras croisés, le regard fixé sur Trump, désormais debout, blême, cherchant désespérément une répartie qui ne viendrait jamais. Pour la première fois, l'homme habitué à dominer les scènes internationales par ses provocations restait muet, terrassé. Les heures qui suivirent l'intervention furent sismiques. Partout, la presse s'enflamma. « La France ridiculise Trump », titrait certains. « Lecornu pulvérise le président américain », analysait la BBC. « L'Europe tient enfin tête aux États-Unis », lançait Der Spiegel. Mais le plus spectaculaire se jouait dans l'ombre. À Bruxelles-Paris, recevait des appels frénétiques, on voulait créer un front commun européen. Berlin demandait si la France accepterait de prendre les rênes d'un nouvel axe stratégique. Rome proposait une alliance franco-italienne pour briser le duopole germano-américain.
Même Londres post-Brexit voulait se rapprocher de cette France courageuse qui osait dire non à Washington. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans les profondeurs du Pentagone, une cellule de crise se tenait en urgence. Les généraux américains témoins de l'humiliation en direct se posaient la question taboue « Et si nos alliés européens n'avaient plus peur de nous ?» Et soudain, l'impensable devenait plausible pour la première fois depuis 1945. Le cœur militaire de l'Amérique doutait de la fidélité aveugle de l'Alliance Atlantique. Pendant que les caméras du monde entier fixaient l'écornu à des milliers de kilomètres dans les couloirs feutrés du quartier général de la CIA, c'était la panique froide. Les analystes en apnée devant leurs écrans tentaient de déchiffrer ce mystère à la française, qui était donc ce ministre venu de nulle part qui venait de faire passer leur président pour un figurant. Quelles étaient ces cartes cachées? Un réseau d'influence invisible? Un mentor secret? Rien. Nada. Le dossier Lecornu était un désert. Pas de casserole, pas de faille, même pas une bourde de jeunesse. Il avait glissé sous les radars comme un sous-marin furtif, et c'est précisément ce silence qui avait préparé son coup d'éclat. En France, l'effet fut nucléaire. Les sondages, hier encore moroses, explosèrent comme du pop-corn au micro-ondes. De 23%, Lecornu bondit à 67% en 48 heures. Et tenez-vous bien, l'opposition d'ordinaire toujours prête à sortir les fourches se mit à lui tresser des lauriers. Marine Le Pen lâcha un « je ne partage pas ses idées, mais au moins il a du cran ». Même Mélenchon, toujours prompt à dénoncer l'atlantisme, salua un chef qui ne s'agenouille pas devant l'oncle Sam. L'Union nationale improvisée glaça les salons de l'Élysée. Macron, observant la scène depuis son exil tranquille, vit son successeur triompher là où lui s'était épuisé pendant des années faire vibrer la fierté française. Ses anciens fidèles, entre admiration sincère et jalousie mal dissimulée, ne savaient plus sur quel pied danser. Mais c'est à Washington que le séisme fit le plus de dégâts. À la Maison-Blanche, les visages étaient fermés comme à un enterrement. Les stratèges de Trump comprirent qu'un moment charnière venait de se produire. « Monsieur le Président, peut-être qu'un mot d'excuse » osa souffler le chef de cabinet. La réaction fut instantanée, une explosion de colère. Demander pardon. À ce morveux français, jamais, mais au fond, Trump sentait que le coup était grave. Ce qui le rongeait le plus, c'est que le coup fatal n'était pas venu de ses ennemis habituels, mais de son propre camp. Les républicains du Congrès, soudain frileux, prenaient leur distance. « Il nous fait honte !» glissa un sénateur sous couvert d'anonymat. « Comment défendre un président qui se fait renvoyer dans les cordes par un Européen ?» ajouta un élu de Floride atterré. Pour la première fois depuis son grand retour, Trump sentait que le plancher devenait sable mouvant. Quant aux démocrates, eux, ils ne savaient même plus quoi dire. Que pouvaient-ils critiquer quand un autre l'avait déjà humilié avec une telle précision chirurgicale? Biden, depuis sa retraite du Delaware, regardait les images en boucle avec un sourire amer. « J'aurais dû être celui-là », confia-t-il à voix basse. Et pendant que l'Amérique digérait mal l'affront, Lecornu lui basculait dans une autre dimension. Son téléphone explosait, Zelensky réclamait une rencontre express. Londres voulait un tête-à-tête urgent, l'ONU quémandait une audience. En 4 minutes, ce ministre discret était devenu l'homme le plus convoité de la planète. Mais l'appel le plus inattendu, celui qui le toucha bien plus que tous les honneurs étrangers, arriva d'un lieu que personne n'aurait parié, l'Assemblée nationale. Là, sous les dorures de la République, quelque chose d'impensable se produisit. Pour la première fois depuis son entrée à Matignon, même ses adversaires politiques rangèrent leurs armes. Les motions de censure furent remises au placard et le président du parti Les Républicains lança cette phrase devenue virale « On ne tire pas sur celui qui vient de rendre à la France sa dignité ». Ce cessez-le-feu inédit offrait à Lecornu une liberté politique que peu de premiers ministres avaient connue depuis des décennies. Pendant ce temps, à Washington, 3 jours seulement après le choc de Buenos Aires, Trump tentait de reprendre le contrôle. Une conférence de presse grandiloquente comme à son habitude fut convoquée dans les salons de la Maison-Blanche. Il espérait étouffer l'affaire, minimiser l'impact, reprendre la main. Mais ce jour-là, les journalistes américains, inspirés par l'audace française, sortirent les crocs. Pourquoi ce silence, Monsieur le Président? Allez-vous présenter des excuses aux Européens?
Votre mutisme face au Premier ministre français n'est-il pas un aveu de faiblesse? Trump esquiva, détourna, tenta de ridiculiser. Ce Lecornu, personne ne sait qui c'est. La France est en ruine. Il cherche juste à détourner l'attention. Mais à chaque mot, il s'enfonçait. Son malaise se lisait dans ses gestes, dans sa voix. Et les journalistes le flairaient, ils avaient mis le doigt là où ça faisait mal. L'humiliation française, Trump ne la digérait pas. Le tremblement de terre médiatique fit effet domino. À Ottawa, Trudeau rejeta ouvertement un accord commercial américain qu'il jugeait déséquilibré. À Berlin, Scholz parla haut et fort d'une Europe qui devait désormais prendre son destin stratégique en main. À Rome, Mélanie invoqua la nécessité d'une souveraineté continentale face aux diktats venus de l'autre rive de l'Atlantique. Mais c'est en Asie que les répercussions furent les plus explosives. Le Japon, longtemps fidèle à Washington, évoqua pour la première fois l'idée d'une ligne diplomatique autonome. La Corée du Sud, elle réexaminait sérieusement les termes de sa coopération militaire avec les États-Unis. Même l'Australie, pourtant pilier du réseau des Five Eyes, se demandait si sa loyauté envers l'Amérique n'était pas devenue une faiblesse. Le message faisait le tour du globe. Si Paris ose dire non à Washington, alors nous aussi peut-être. Et Lecornu, dans son avion de retour, observait ce raz-de-marée avec un mélange de surprise et de gravité. « Je voulais juste relever la tête pour la France », souffla-t-il à ses proches. « Je ne pensais pas allumer un brasier diplomatique mondial. » Son directeur de cabinet, sourire discret mais fier, répondit simplement « Vous avez brisé un silence que d'autres n'osaient plus affronter. Vous avez montré qu'on pouvait tenir debout. » À Roissy, l'atterrissage avait des allures de retour de mission spatiale. Malgré l'heure tardive, une foule s'était formée. Des drapeaux, des chants, des regards fiers. Et au loin, la Marseillaise s'élevait cette fois chantée non pas avec cynisme, mais avec fierté. Les images de cette marée humaine galvanisée à Buenos Aires firent l'effet d'un raz-de-marée médiatique. Du Brésil à Berlin, des écrans aux rédactions, tout le monde avait vu un cap avait été franchi. En France, le lendemain, un silence fébrile enveloppait l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu s'y rendit pour un discours solennel. L'hémicycle était bondé, chaque siège occupé, chaque regard rivé. Quand il monta à la tribune, un calme presque sacré s'abattit sur la salle. « Mesdames, Messieurs les députés », lança-t-il d'une voix posée, « hier à Buenos Aires, ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est une nation. Une nation qui depuis toujours refuse de plier l'échine, quelle que soit la pression. » Un tonnerre d'applaudissements fusa, des huées aucune. Pour la première fois depuis des lustres, droite et gauche se levèrent d'un même élan. Marine Le Pen se dressa suivie de près par Jean-Luc Mélenchon, et bientôt l'ensemble des parlementaires battaient des mains à l'unisson. Lecornu venait de réussir l'improbable réconcilier une république fracturée avec elle-même. Mais le moment le plus spectaculaire n'était pas encore venu. En toute fin de séance, Yaël Braun-Pivet, habituellement discrète, dégaina une proposition historique, un vote de confiance immédiat au Premier ministre. Résultat, un plébiscite jamais vu sous la vieille République, 498 pour 79 contre aucune abstention. Même De Gaulle n'aurait pas osé rêver d'un tel score. Les jours suivants confirmèrent le basculement. Les rues jadis bloquées par les manifestants se vidèrent. Les klaxons remplacèrent les slogans. L'économie reprit son souffle, la bourse grimpa et surtout le moral des Français fit un bond digne du 14 juillet. Les sondages, eux, s'affolaient. Être français n'était plus un fardeau mais redevenait un honneur. 6 mois plus tard, les relations avec Washington avaient changé de ton. Fini le rapport maître-valet, place à une alliance adulte d'égal à égal. Et tout avait commencé par 4 petites minutes de bravoure verbale face au rouleau compresseur Trump. Ce qu'il a dit, on le pensait tous, mais personne n'osait le dire, murmura un sénateur républicain au Washington Post. Trump lui encaissait le coup. Pour la première fois, les critiques fusaient depuis son propre camp. Et pendant que les républicains prenaient leur distance, la France célébrait. Les grèves cessèrent net, les travailleurs regagnèrent leur poste. Le CAC 40 fit un bond de 8% en une journée. Le peuple avait découvert qu'un homme savait tenir tête à Trump, et cela changeait tout. Depuis des mois, j'avais honte. Aujourd'hui, je suis fier d'être français. Lança un manifestant à une caméra de BFM les yeux brillants.
En l'espace de 4 minutes, Sébastien Lecornu était devenu le porte-voix de l'Europe insoumise à Washington, et pourtant, il ne fanfaronnait pas. Dans l'avion du retour entouré de ses proches, il lâcha simplement « Ce n'était pas une vendetta, c'était un devoir. Il fallait que quelqu'un rappelle aux Américains que l'Europe n'est plus leur arrière-cour. » 3 jours après le sommet, Trump convoqua une conférence de presse à la Maison-Blanche pour redresser la barre. Mais les journalistes, eux, n'avaient qu'un nom en bouche, Lecornu. « Monsieur le Président, allez-vous répondre à ces accusations? Êtes-vous embarrassé? Envisagez-vous de présenter des excuses ?» Trump tenta de noyer le poisson. Ce type, personne ne le connaît. La France est en crise, il veut juste détourner l'attention. Ice. Mais plus il parlait, plus son irritation perçait. La colère bouillait sous la surface. Et pendant qu'il s'enfonçait devant les micros, Lecornu lui recevait des appels du monde entier. Ovationné, félicité, réclamé. Le téléphone sonna à Matignon. Au bout du fil, Volodymyr Zelensky. Pas un communiqué, pas un tweet. Un appel direct sincère pour remercier celui qui venait de bouleverser l'équilibre mondial en moins de 5 minutes. Derrière lui, le chancelier allemand saluait « un acte de courage rare ». Et fait encore plus surprenant, même le très mesuré président chinois Xi Jinping fit passer un message personnel empreint de respect. En un éclair, Sébastien Lecornu n'était plus seulement un Premier ministre, il devenait un symbole, une figure incontournable sur l'échiquier mondial. Mais le plus spectaculaire n'était pas dans les hommages, c'est l'OTAN qui trembla. L'Alliance atlantique, depuis toujours dominée par Washington, vit ses piliers européens se redresser. Portée par l'élan français, l'Allemagne refusa d'acheter plus d'armements américains. L'Italie, elle repoussa les pressions sur ses accords avec Pékin. Et l'Europe comprit ce qu'elle avait oublié depuis longtemps, dire non à l'Amérique n'entraîne pas l'apocalypse. 6 mois après Buenos Aires, la carte diplomatique avait changé de contour. L'Alliance n'était plus cette vieille structure à sens unique. Elle devenait enfin ce qu'elle prétendait être, un pacte d'égal à égal. Et tout avait commencé avec 4 minutes de bravoure made in France. Mais ce n'était que le début. Personne, pas même ses conseillers, n'avait prévu que cette humiliation publique allait déséquilibrer Trump lui-même. Le roi de la mise en scène, le maître de l'intimidation médiatique, découvrait une douleur nouvelle, celle du silence imposé. Celle d'un échec qu'aucun spin doctor ne pouvait effacer. Les semaines suivantes, à la Maison-Blanche, le climat devenait pesant. Trump, obsédé, surveillait chaque apparition, chaque mot, chaque souffle du Premier ministre français. À chaque mention de son nom, il entrait en fureur. « Il faut l'écraser, ce Français », hurlait-il à ses réunions. Ses proches, eux, commençaient à craindre le pire. Et il arriva. Le 15 octobre 2025, un mois pile après le G20 lors d'un meeting en Floride, Trump craqua. Devant 15 000 partisans, il explosa en direct. Ce Lecornu, ce petit prétentieux venu de Paris, il pense pouvoir me ridiculiser. On va lui montrer ce que c'est la vraie puissance. On va isoler la France, on va la faire plier. Les cris de la foule couvraient à peine les caméras, mais les images tournèrent en boucle et les conséquences furent immédiates. Menacer publiquement un allié, parler d'écraser un partenaire historique, c'était exactement ce que Lecornu avait dénoncé. Et Trump venait de confirmer en Mondovision toutes les accusations. Même les médias les plus conservateurs durent s'incliner. Trump prouve que la France avait raison, titrait le Wall Street Journal. Le président menace un allié démocratique, dénonçait USA Today. L'Europe, elle réagit au quart de tour. Pour la première fois depuis 1945, les 27 de l'Union européenne parlèrent d'une seule voix. Une déclaration commune condamna ouvertement les menaces de Washington contre Paris. Même l'OTAN d'ordinaire si prudente publia un communiqué rappelant que les membres de l'Alliance se devaient un respect mutuel. Et Lecornu, il ne répondit pas par une charge, il choisit l'élégance blessée. Depuis Matignon en conférence de presse, il déclara simplement « Je déplore que le président américain ait emprunté cette voie. La France reste fidèle à ses amis même lorsqu'ils s'égarent. » Un uppercut silencieux mais redoutable. Aux États-Unis, l'impact fut immédiat. Les républicains eux-mêmes, déjà secoués par l'affaire de Buenos Aires, commencèrent à lâcher leur chef. Paul Ryan, l'ancien speaker, ressortit de l'ombre pour lancer « Ce n'est pas comme ça qu'on traite ses alliés ».
Même Ron DeSantis, pourtant concurrent direct de Trump, prit ses distances. Nos partenaires démocratiques méritent mieux que des menaces. Et alors que le feu politique ravageait déjà les fondations trumpistes, une bombe explosa. Le 5 novembre 2025, le Washington Post publia une enquête dévastatrice. Basée sur des fuites internes, elle révélait que Trump avait ordonné à la CIA d'espionner l'écornu d'examiner sa vie privée à la recherche d'un éventuel levier de chantage. Ce jour-là, la présidence de Donald Trump bascula dans l'irréversible. Et puis ce fut le dérapage de trop. Trump, dans un accès de paranoïa mal contenu, demanda au Pentagone d'étudier des représailles économiques ciblées contre la France. Oui, la France, censée être un allié, traiter un partenaire historique comme un rival hostile, c'était l'erreur stratégique ultime. Quand l'affaire éclata, ce fut un scandale d'une ampleur inédite. Utiliser les services de renseignement américains pour fliquer un dirigeant démocratique, ami. Même chez les Trumpistes purs et durs, ce fut la goutte de pétrole qui fit déborder le baril. Le Congrès stupéfait réagit sans attendre. Y compris des républicains votèrent une résolution de blâme à l'encontre de leur propre président. Du jamais vu dans l'histoire moderne. À Paris, la colère fut immédiate. Lecornu convoqua l'ambassadeur américain pour un tête-à-tête glacial et exigea des explications formelles. Puis, en geste hautement symbolique, il annula la visite d'État de Trump prévue au printemps. Sa phrase sobre et tranchante fit le tour du globe. « La France n'ouvre pas ses portes à ceux qui la surveillent. » Les éditorialistes américains en perdirent leur latin. Mais le coup le plus dévastateur ne vint pas d'un adversaire étranger, il surgit du cœur même du Parti républicain. Le 20 novembre 2025, 15 sénateurs de poids publièrent une lettre ouverte appelant Trump à retrouver la dignité qu'exige sa fonction. Parmi eux, des piliers comme McConnell et Graham, jusqu'alors indéfectibles. Ce même jour, à Strasbourg, Lecornu fut accueilli en héros au Parlement européen. Son discours, pour une Europe debout, déclencha une ovation générale. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tous les partis se levèrent pour l'applaudir. Nous ne sommes les subalternes de personne. L'Europe doit être un partenaire, pas un protectorat, déclara-t-il sous un tonnerre d'applaudissements. Ces mots résonnèrent de Rome à Stockholm, de Varsovie à Lisbonne, et l'effet domino s'emballa. Le Japon rappela son ambassadeur à Washington. La Corée du Sud annonça une révision de ses traités militaires. Le Canada, par la voix de Justin Trudeau, parla de rééquilibrage nécessaire. Trump lui voyait ses alliés s'éloigner les uns après les autres. Mais le coup de grâce arriva le 15 décembre à Bruxelles. Un sommet de l'OTAN convoqué en urgence pour calmer les tensions. Devant les caméras du monde entier, Lecornu prononça un discours qui allait entrer dans les annales. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour réaffirmer ce qui nous unit, démocratie, respect et souveraineté. Ces idéaux sont incompatibles avec les menaces, la surveillance et l'arrogance entre alliés. » Il marqua une pause, puis lâcha la phrase qui tua politiquement Trump. « L'Alliance Atlantique survivra à Donald Trump. Elle a traversé pire. Mais elle ne survivra que si elle reste fidèle à ses valeurs. » Et toute la salle applaudit. Longtemps, fort, sans exception. Tous les chefs d'État de l'OTAN validèrent publiquement ce désaveu brutal envers le président des États-Unis. Les images firent le tour des télévisions américaines toute la soirée. Trump isolé, désavoué, ridiculisé par un Français devant toute la planète. Les sondages déjà catastrophiques plongèrent de 10 points. Pour la première fois, une majorité de républicains eux-mêmes le lâchaient. Puis la scène finale. Le 22 décembre 2025. Mike Pence, jusque-là silencieux, dégaina une tribune coup de poing dans le New York Times. « Pourquoi je ne soutiendrai plus Donald Trump ?» Il écrivait « Quand c'est un dirigeant français qui doit rappeler à notre président les fondements de la démocratie, c'est qu'il y a un sérieux problème. » Et il ajouta glacial « Lecornu a montré plus de stature présidentielle en 4 minutes que Trump en 4 années. » C'en était fini. Les primaires de 2028 se transformèrent en fuite collective. Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, tous prirent leur distance. « L'ère Trump est morte », titra Politico. Et pendant que Washington se fissurait, Lecornu lui entrait dans la légende. Time Magazine le nommait « personnalité de l'année ». Forbes le hissait au sommet des classements d'influence.